Dans les Andes péruviennes, à une altitude de 3500 mètres, se trouve la ville de Cusco. Cusco vous fascine sur le champ, avec son univers de rues étroites construites à l'époque des Incas, l'architecture de période coloniale, les vêtements indiens colorés, et les nombreux touristes qui viennent ici de partout dans le monde pour appréhender les mystères de notre histoire. À Cusco, tout vous rappelle les Incas, les fondateurs de la ville. Ces anciens murs faits de rochers entièrement polis, la langue quechua, parlée par les Incas il y a plusieurs siècles, les 7 couleurs de Tahuantinsuyo, le drapeau de l'Empire Inca qui flotte aujourd'hui au-dessus de la place centrale de la ville, à côté du drapeau de la République du Pérou. D'après la légende, Cusco a été fondé par le fils aîné du messager du dieu soleil, Manco Cápac, qui est venu ici avec sa sœur et épouse Oclio pour apporter aux gens les principes de la civilisation, afin de les aider à se libérer de l'ignorance, de la pauvreté et de l'oppresseur. On lui attribue le premier commandement du pays. Ne mens pas, ne vole pas, ne sois pas paresseux. Ce commandement, dans son approche, a permis la création d'une société hautement organisée. L'Empire Inca, qui a dirigé des millions de personnes et s'est étendu sur des milliers de kilomètres de l'équateur au Chili. Cette civilisation perdue a laissé de nombreux mystères non résolus. Les Incas n'avaient pas de langage écrit et n'ont donc laissé aucun document. Tout ce que nous savons à leur sujet vient donc des chroniques des conquérants espagnols. Un de ces mystères est l'architecture Inca. On pense que la majorité des sites Incas ont été construits en moins d'un siècle. Aujourd'hui encore, ces constructions inspirent la crainte et l'admiration parmi les historiens, les architectes et aussi les nombreux touristes. Parmi ces sites se trouvent Ollantaytambo, les terrasses de Pisac, le laboratoire de Morey, la célèbre citadelle céleste de Machu Picchu, les temples et palais de Cusco, parmi tant d'autres. Cependant, certains chercheurs croient que les Incas ne les ont pas tous construits par eux-mêmes, mais qu'ils ont simplement récupéré des sites déjà construits afin de les réutiliser. Sur les hauteurs au nord de Cusco se dresse Sacsayhuaman, un mystère d'architecture parmi les plus frappants. Voici ce que Garcilaso de la Vega a écrit à son sujet dans Comentarios Reales de los Incas au XVIIe siècle. On ne peut s'imaginer les proportions de cette œuvre sans l'avoir vue de ses propres yeux. Après une étude poussée et un examen attentif des pierres utilisées pour la construction, vous ne pouvez vous empêcher de penser que la sorcellerie a été utilisée dans le processus de construction, tellement ces pierres sont remarquables et impressionnantes. Serait-ce l'œuvre de démons et non de gens ordinaires ? Sacsayhuaman se compose de 3 rangées de murs en zigzag faits de mégalithes, c'est-à-dire de grands rochers pesant des dizaines, voire des centaines de tonnes. Sacsayhuaman englobe également de nombreux autres bâtiments et constructions s'étendant le long d'un vaste territoire. On pense que les grands travaux principaux ont été réalisés au milieu du XVe siècle, sous le règne de Pachacutec l'Inca. Malheureusement, il est impossible d'affirmer à quoi exactement ressemblait le site à l'époque. Pour les Espagnols qui sont venus ici au milieu du XVIe siècle, la destruction de Sacsayhuaman était un peu un symbole de la victoire du royaume de Dieu sur le paganisme et de la civilisation européenne sur la barbarie indienne. Le site a été utilisé non seulement comme source de matériaux de construction pour les églises et les habitations privées de Cusco, mais a également été soumis à une démolition délibérée. Seuls les murs mégalithiques sont restés en place, les Espagnols n'ayant pas réussi à les détruire. La finesse et la précision avec laquelle les rochers et les murs ont été ajustés sont fascinantes. Beaucoup les considèrent même comme un travail sans nul égal, même aujourd'hui. Aux endroits où la maçonnerie est complexe, il est impossible de faire passer une feuille de papier entre les rochers. De plus, on ne voit jamais de joints.
Les méthodes de construction utilisées à Sacsayhuaman ont rendu perplexes les chroniqueurs médiévaux. Garcilaso de la Vega, dont nous avons parlé précédemment, voulait même que l'on recopie la taille des rochers sur des actes notariés pour que les Espagnols puissent croire ce qu'il racontait. Les architectes et archéologues modernes n'arrivent toujours pas à expliquer comment ces blocs de pierre ont été transportés, ni comment ces surfaces non linéaires ont été ajustées. Les Incas ne connaissaient pas la roue, ni les animaux de trait, et il n'y a aucune trace d'utilisation de levier sur vérin ou d'autres outils pouvant faciliter le travail de charges si lourdes. Au temps où les Espagnols sont arrivés, les Incas ne construisaient plus rien. De plus, les récits et légendes parlant des méthodes de construction ne mentionnent rien d'autre que du travail manuel, l'aide surnaturelle de la terre et la volonté des pierres à être transportées. Les murs étaient faits de blocs de calcaire assemblés par une méthode à sec, sans aucun ciment. Dans les parties abîmées des murs, on peut voir leur structure. Tout d'abord, la paroi, qui est faite de maçonnerie polygonale de haute qualité. Puis, l'intérieur est rempli de rangées de rochers et d'argile grossièrement travaillée. Les constructeurs n'ont pas suivi d'ordre particulier quant à savoir s'il fallait poser les mégalithes d'abord, puis le remplissage, ou alors l'inverse. On peut voir que les mégalithes, dont on remarque ici les plus massifs, reposent sur des fondations préparées à l'avance. Pour information, le poids de la plus grande pierre d'angle est estimé à environ 300 tonnes. De plus, pour atteindre une telle précision et une telle finesse des joints observés à Sacsayhuaman, il faudrait faire de multiples ajustements et déplacer les pierres de manière calculée avec exactitude. Le calcaire est un matériau solide, mais très fragile, qui a souvent une structure non homogène et peut se fracturer puis casser à la moindre erreur d'alignement. On ne sait pas exactement comment les constructeurs pouvaient dresser des rochers de ce poids, positionnés verticalement, seulement au moyen d'un travail manuel primitif. Les surfaces adjacentes des blocs ont souvent un relief compliqué en 3 dimensions, ce qui peut s'avérer utile lorsqu'on se trouve dans une région comme celle-ci, où l'activité sismique est importante. Ceci permet aux rochers de retrouver leur position d'origine de manière naturelle. Cette maquette démontre à quel point la maçonnerie reste stable, sans même utiliser de mortier. De nombreux blocs comportent des creux et des ondulations. Les archéologues croient qu'ils servaient au levage, mais beaucoup de ces creux ont la forme de simples indentations totalement inappropriées pour être utilisées par des leviers ou des béquilles. En outre, à l'arrière des gros rochers qui n'ont généralement pas été travaillés, on ne trouve aucun creux. De plus, les Incas ne possédaient pas le bois approprié pour réaliser de tels outils de construction. Les forêts d'eucalyptus aromatiques, de nos jours abondantes et luxuriantes sur les pentes des montagnes de la région, sont apparues seulement au XIXe siècle. D'autres indices démontrent que les anciens constructeurs utilisaient des méthodes qui nous sont encore inconnues, comme par exemple le positionnement des blocs de granit du temple du soleil d'Ollantaytambo, à 40 km au nord de Cusco. Ces blocs ont été transportés depuis l'autre côté du canyon, à travers la rivière, et ont été remontés le long d'une falaise escarpée. Certains mégalithes ont même été abandonnés en chemin, et ils ne comportent aucune marque d'outil de transport. La falaise elle-même manque d'espace pour installer les structures et le nombre d'ouvriers nécessaires pour soulever un tel poids. Comment ces blocs de pierre ont-ils été installés et ajustés l'un à l'autre sur le bord d'un précipice? Voilà un autre mystère.
Au sommet d'une colline, entourée de murs, se trouve l'un des bâtiments les plus étonnants du complexe de Sacsayhuaman. Nous nous tenons au sommet d'une montagne sur laquelle une forteresse est érigée. Nous pouvons voir une partie du bâtiment lui-même, ainsi que les restes des murs et des fondations. Dans la description des chroniqueurs, Cieza de León, Sarmiento de Gamboa et Garcilaso de la Vega, ces restes sont réputés être la base de 3 tours. Ce cercle, appelé Muyuk Marca, faisait probablement partie de la Maison du Soleil, tandis que les 2 autres tours, appelées Pokar Marca et Sayak Marca, étaient situées de chaque côté. Selon Cieza de León, ce que les Espagnols ont perçu comme une forteresse, à savoir ces tours situées sur les hauteurs de Sacsayhuaman, représentait en fait un très grand complexe cérémoniel dédié au soleil. Il y avait aussi le temple de la foudre, représenté par des lignes rayonnant des tours. Les autres dieux inférieurs résidaient dans d'autres bâtiments. Le temple de l'arc-en-ciel, le temple de la lune et des étoiles, qui entourait la maison du soleil. Sacsayhuaman était un grand complexe unique, construit pour que les Incas viennent y adorer le soleil. Cette construction était aussi considérée comme la demeure des dieux gardiens, divinités célestes vivant dans le monde matériel. En parallèle avec cette théorie faisant de Sacsayhuaman un complexe cérémoniel, il existe quantité d'autres hypothèses, certaines beaucoup plus simples. Un bâtiment de stockage pour la nourriture, un château d'eau, une forteresse défensive. Jusqu'aux théories les plus extraordinaires, expliquant que Sacsayhuaman influencerait la Terre elle-même à travers des courants telluriques, ou bien que ce site serait un générateur d'énergie subtile, fournissant une puissance extraordinaire, etc. En effet, cette construction a plutôt des airs d'installation technologique pour un temple dédié à l'adoration. Les formes nettes et géométriques, un système de drainage d'eau élaboré à l'ouest de la tour, dont on ne connaît pas exactement le rôle. Les murs mégalithiques qui protègent la colline des écroulements. Les fondations sont faites de calcaire. Les murs sont fabriqués à partir d'un matériau plus solide, l'andésite. Et ces grandes pierres rectangulaires sont le résultat d'un travail de qualité. On trouve encore des rebuts de pierres d'andésite aux alentours. Ceux-ci sont utilisés pour la restauration du complexe. Parfois, on trouve également des blocs d'andésite à l'intérieur des murs détruits. Mais les archéologues n'ont aucune explication quant à ceci, sauf une hypothèse selon laquelle les constructeurs ont utilisé des restes d'anciens bâtiments pour remplir l'intérieur des murs. Il existe aussi 2 entrées vers des grottes souterraines. Toutes 2 ont été murées par mesure de sécurité. On raconte que plusieurs personnes en quête d'aventure ou à la recherche des trésors perdus des Incas se sont perdues ou furent atteintes de démence à l'intérieur des tunnels. C'est pourquoi, dans les années 20, les autorités locales ont décidé de murer les entrées des grottes. Ces étranges grottes ont suscité l'intérêt des chercheurs en géoradar qui ont travaillé ici en juillet 2012. On trouve fréquemment des grottes et des tunnels souterrains au Pérou. Cependant, dans la zone de la tour de Muyuk Marca, qui est censé être l'emplacement le plus probable de construction souterraine, il est impossible de sonder le sol à l'aide d'un géoradar, en raison des perturbations venant des antennes situées juste en face des souterrains. Aucune construction souterraine, ou bien ce qu'il en reste, n'a été trouvée aux environs des murs, où la roche se fracture, provoquant la déformation de ceux-ci. Cependant, dans la zone de l'Ecucha et du mont Chincana, on a découvert des restes de constructions souterraines. L'une d'entre elles a été interprétée par les experts comme étant un tombeau. Derrière cette colline, qui est censée être seulement une extrusion faite de lave qui s'est figée lors d'une éruption, se trouve une grande place ovale appelée Cocha.
Les historiens supposent que c'était un réservoir artificiel. Cependant, à en juger par sa forme, cela ressemble plutôt à une grande arène. Le véritable but de cette installation nous est toutefois inconnu. Sur les bords du Kocha, on trouve de gros rochers qui ont l'air d'être entassés de manière chaotique. Personne ne peut expliquer quelle force mystérieuse les a emportés jusqu'ici. Voici un rocher qui s'appuie directement contre un mur polygonal. Cela signifie que certains murs et corniches ont été construits ici avant que ces grosses pierres n'apparaissent tout autour. Les scientifiques n'excluent pas la possibilité que ceci soit les restes d'une grande construction très ancienne. Il existe un site semblable dans un lieu appelé Keyanka, situé à 2 km du complexe. Mais la taille des pierres, parfaitement taillées et apparemment dispersées de façon chaotique, est moins impressionnante. La question des pierres importées est revenue plusieurs fois lors de la visite des lieux. À proximité se trouve un gros rocher appelé la Chincana, célèbre pour le grand nombre de reliefs présents à sa surface. On raconte que les Incas ont tenté de déplacer ce rocher il y a de nombreuses années. On l'appelle la pierre fatiguée, et elle a tué des milliers d'Indiens lors de sa chute. Quand la pierre est tombée, elle a barré l'entrée d'un donjon que les Incas adoraient. Ils ont donc taillé une nouvelle entrée et d'autres escaliers dans la montagne. Les restes sont encore bien visibles. Il est difficile de dire quels moyens de transport les Incas utilisaient pour déplacer des rochers pesant plusieurs milliers de tonnes, ou bien si cela a réellement eu lieu. On trouve également dans les environs des pierres qui ne proviennent pas d'ici, et qui constituent ce que l'on appelle des huacas. Une huaca désigne n'importe quel site que les Incas associaient à une manifestation de pouvoir supérieur. Pour eux, il s'agissait souvent de pierres taillées à la surface. Les légendes indiennes et les chroniques espagnoles donnaient souvent une description détaillée de l'interaction entre les Indiens et les forces naturelles à travers ces huacas. C'est ce que Garcilaso de la Vega a écrit dans ses chroniques. Le huaca désigne un objet sacré. Cela peut être n'importe quel objet avec lequel le diable peut parler à une personne. Parmi les huacas, on trouvait des idoles, des rochers, des énormes pierres ou des arbres dans lesquels l'ennemi de l'homme pénétrait afin que les gens croient qu'il s'agissait de Dieu lui-même. On pouvait aussi appeler huaca n'importe quel temple, qu'il soit grand ou petit, ou bien les tombes dans les champs, mais également les coins des pièces situées à l'intérieur des maisons, là où le diable parlait aux prêtres et aux autres personnes qui communiquaient intimement avec lui. Vers la fin du XVIe siècle, un autre chroniqueur d'origine indienne, Goemon Palma, a écrit qu'à travers les huacas, les Incas venaient à connaître l'emplacement de l'or, de l'argent et d'autres mines. Voici ce qu'il a écrit à propos de certains rois Incas. Tupac Inca Yupanqui pouvait parler aux huacas. Il apprenait d'elles les choses passées et les événements à venir dans le monde entier. Huayna Capac, un des derniers souverains des Incas, voulait faire la même chose, mais les huacas refusaient de lui parler. On raconte que seule l'idole de Pariacaca lui a répondu. Celle-ci lui a annoncé que le temps des discours et du règne des Incas arrivait à son terme, car des gens portant le nom de Viracocha étaient sur le point d'arriver sur ces terres durant son règne, ou bien juste après, et qu'ils prendraient le pouvoir au nom d'une seule et grande idole qu'ils apporteraient avec eux. Cusco est entouré de huacas. Dans cette région se trouvent de nombreuses formations rocheuses et de grosses pierres dispersées aux alentours. Celles-ci sont densément couvertes de reliefs taillés sur la surface usée.
Les découpes et les creux ont des formes très variées, des plus primitives aux plus géométriques. On ne distingue aucune technique particulière pour la découpe des rectangles et des escaliers, que l'on peut d'ailleurs utiliser pour s'asseoir ou alors pour gravir plus facilement la colline. D'autre part, il existe un point commun entre toutes les wakas. Toutes comportent généralement une roche avec des découpes. Les wakas ont souvent la structure suivante: des découpes multiples et surtout rectangulaires, ainsi que des escaliers placés de manière chaotique. Un ou plusieurs murs travaillés, avec des reliefs, des ondulations, une cavité minutieusement découpée avec plusieurs compartiments, une espèce de grotte, un morceau de terrain ou bien une pierre travaillée avec des figures ressemblant à des serpents, des animaux ou des lits de rivière tortueux. Ces wakas sont souvent situés à proximité de constructions polygonales plus petites. Certaines wakas sont également liées au système d'écoulement des eaux. Par exemple, à Keyanka se trouve une waka sur laquelle on trouve deux ouvertures dans la roche. Elles ont apparemment servi à l'écoulement de l'eau et sont accompagnées de drains bien définis. À côté se trouve un gros rocher, entièrement taillé, qui comporte aussi un sillon pour l'écoulement de l'eau. Il est très difficile de dire à quoi servait un sillon si minuscule. Sa largeur n'est que de quelques centimètres. Lors de l'analyse au radar du site de Sacsayhuaman, des échantillons ont été recueillis pour être ensuite examinés en détail dans des centres de recherche scientifiques russes. Au cours de cet examen plus approfondi, il est apparu que les blocs de pierre étaient principalement composés de calcaire cristallin à grains fins. À l'évidence, les anciens constructeurs utilisaient un matériau de haute qualité. Certains blocs se mettent même à résonner lorsqu'on les frappe. D'autre part, les plus grandes pierres sont souvent celles qui ont le plus de défauts et la structure la moins homogène, ce qui est normal pour des formations naturelles. La matière première des murs a probablement été directement prélevée sur les sites des chantiers de construction, car le calcaire du rocher situé près de la tour possède la même structure que le calcaire des blocs de pierre. À la surface des pierres de Sacsayhuaman, on distingue clairement les marques d'un travail au burin. Voici les petits creux, avec de légers défauts résultant du martelage. La plupart des blocs de Sacsayhuaman sont recouverts de ces marques. Ces lignes apparaissent quand on frappe le calcaire, c'est-à-dire la matière première des murs, avec un matériau plus solide. On peut voir que les constructeurs utilisaient différents outils pour traiter les détails les plus fins. Les points deviennent plus petits et plus denses à mesure que l'on s'approche du rebord des pierres. Après avoir essayé plusieurs méthodes sur des pierres naturelles à proximité, nous sommes persuadés que c'est ce type de travail qui a été réalisé sur la pierre. Il existe des légendes populaires concernant les Indiens capables de rendre la pierre malléable à l'aide d'un peu de liquide. Au cours de nos tests sur une pierre, nous avons essayé d'appliquer du vinaigre. Le vinaigre dissout le calcaire, mais il s'avère inefficace sur d'autres types de roches. Après avoir rincé la surface avec de l'eau,
il est devenu clair que le résultat était différent de celui visible sur les blocs de pierre autour de nous. Cette méthode ne convient pas non plus pour assembler les pierres les unes aux autres. Une autre méthode de traitement a été associée au martelage. Celle-ci est encore plus précise, mais reste encore inconnue. Les surfaces adjacentes sont souvent abrasives, et cela nous permet d'avoir un écart minimum au niveau des joints, de seulement quelques fractions de millimètres. Néanmoins, cela n'explique pas comment on peut atteindre une telle précision avec de grands mégalithes, composés d'un matériau solide, mais fragile, comme le calcaire de la région. Là où la surface d'un bloc est presque la copie exacte de la surface d'un autre bloc contigu. Les Espagnols eux-mêmes reconnurent l'élégance des contours des pierres traitées, ainsi que la précision et la quantité de détails mis en œuvre sur des blocs de toute taille. Quand on analyse la précision des joints, il vaut la peine de noter que le mégalithe d'Ollantaytambo est un granit plus dur que le calcaire de Sacsayhuaman. Cette matière première démontre la qualité du travail de fabrication et de jointure. De nos jours, nous utilisons des appareils complexes pour atteindre de tels résultats. Mais les Incas ne possédaient pas d'appareils de précision. Ils utilisaient seulement des méthodes de construction primitives et des outils faits de pierre. On débat encore aujourd'hui de la manière dont les anciens constructeurs s'y prenaient pour atteindre une telle précision. Très souvent, on retrouve l'hypothèse concernant le ramollissement de la pierre et la transformation du matériau des blocs dans un état plus malléable. Il existe des hypothèses encore plus étonnantes. On a souvent observé que la structure des murs ressemblait à du tissu vivant. De plus, les Incas eux-mêmes croyaient que la pierre était vivante. Il existe aussi de nombreuses légendes à propos de bâtiments s'érigeant d'eux-mêmes de façon inconcevable et mystérieuse en l'espace d'une seule nuit. Alors que les constructeurs utilisaient de simples outils pour marteler la pierre, comme le montrent les points blancs, il existe d'autres marques que nous observons souvent et pour lesquelles nous n'avons aucune explication. L'archéologue Luis Guevara nous a présenté toute une série de marques différentes et mystérieuses, laissées par un outil inconnu. Ces marques sont singulières. On en trouve relativement peu par rapport au nombre total de pierres traitées. Mais la plupart d'entre elles ont clairement été détruites avec le temps. Voici ce que nous dit Luis Guevara à propos de marques situées dans la caverne du Huaca aux environs de Cusco. Estamos ubicados en el templo llamado Chictacaca. Nous voici dans le temple de Chictacaca. Les chroniqueurs donnent peu d'informations à propos de cet Huaca. Et jusqu'à maintenant, le site est en cours d'exploration. Nous essayons de comprendre le but de cet Huaca. Lors du solstice, le soleil illumine la grotte de l'intérieur. L'ensemble des lieux, ainsi que ce mur, ont été travaillés. Notre hypothèse est qu'ils ont été préparés pour être ensuite recouverts d'or. Un outil inhabituel a été utilisé pour atteindre ce résultat. L'élégance et la précision avec lesquelles les surfaces et les marches sont faites est incroyable. Je doute que les Incas possédaient un outil capable de produire un tel résultat. La surface horizontale face au sol est si lisse qu'elle suggère plutôt que nous avons affaire à un matériau malléable qui a été découpé avec un outil ressemblant à un couteau, avec une épaisseur de lame de seulement 2 à 3 mm. On trouve des marques similaires sur un rocher en diorite situé en face des murs mégalithiques de Sacsayhuaman. Ici, un gros morceau de roche était séparé de la masse principale par une coupe longue de plusieurs mètres.
et de nombreuses traces similaires sont visibles à Ollantaytambo. Sur le mont Incamasana se trouve une célèbre plateforme avec un mur parfaitement lisse et poli et un sol composé de rainures. Les coupes ont été faites par un outil ressemblant à une scie moderne pour matériaux plastiques avec une lame d'une largeur d'environ 2 mm. Les découpes suivent une ligne, mais elles ont été faites de manière plutôt négligée, sans trop se soucier de la précision ni de la similitude des carreaux. L'outil traverse parfois le sillon d'un côté à l'autre. Juste à côté se trouve un autre site intéressant, travaillé avec la même méthode. 2 coupes à l'intérieur de chaque sillon. Les motifs représentent 4 diamants réguliers, traversés d'une ligne entourant la formation rocheuse. Cependant, on peut trouver des marques encore plus improbables. À Sacsayhuaman, du côté ouest du lac Cutcho, il y a une pierre incroyable qui a été travaillée très différemment de toutes les autres pierres de cette zone. L'érosion en surface est habituelle pour du calcaire, mais toutefois, lorsqu'on regarde plus attentivement, on peut voir que les traces d'usinage ressemblent plus au traitement d'une matière plastique malléable, à moins que les constructeurs aient essayé d'imiter un tel traitement avec de simples moyens. De telles traces peuvent être facilement faites avec les doigts, sur de l'argile non durcie. Mais à côté, se trouve une figurine taillée de manière traditionnelle. You can see this. This is the arm, one arm, the head, and your body. It's bad, yeah. You know, similar to snakes. You know? Or maybe lizard. Yeah. Yeah. Lizard. Lizards. Tout le long de la pierre, on peut observer un relief avec des traces de coupe et d'écrasement clairement visibles. Ce relief prend ensuite la forme d'un serpent que les archéologues considèrent effectivement comme tel. Il s'agit d'une représentation de 2 serpents se regardant l'un l'autre. L'outil et la méthode utilisée sont une fois de plus inconnus. Toutefois, il est difficile d'écarter l'idée que ce résultat est obtenu à partir d'un matériau malléable. D'autant plus que d'un autre côté de la pierre, on retrouve des traces de taraudage ou de martelage. On voit ces traces clairement. Elles ont certainement été faites plus tard et n'ont aucun rapport avec les surfaces de fabrication du lait que nous venons de voir. Peut-être a-t-on voulu lisser la pierre en la martelant. Il est également possible que ces traces soient apparues sur la pierre lorsque celle-ci a été décorée, avec de l'or et des bijoux. Mais il est encore très difficile de comprendre pourquoi les constructeurs auraient tant voulu imiter l'aspect d'une matière malléable. On remarque un relief similaire sur une pierre du mur. À Keanko se trouve un endroit où le calcaire ressemble trait pour trait à une flaque d'eau gelée. Mais tout le monde sait que dans des conditions normales, il est impossible de faire fondre le calcaire. Lorsqu'il est chauffé, il perd ses caractéristiques et se transforme en chaux vive. Quelque chose d'encore plus étonnant a été découvert. Durant les fouilles de 2008, effectuées à côté du complexe que l'on appelle le Temple de la Lune, un artefact intéressant a été découvert. Sa valeur réside principalement dans le fait que les traces de sa fabrication n'ont subi aucune érosion. Il est difficile d'imaginer un outil qui pourrait laisser de telles traces. Un tel résultat ne peut être réalisé ni en gravant, ni en raclant, et encore moins en martelant. Le seul parallèle qui vient à l'esprit est que ces traces pourraient être faites par une pointe chauffée sur un matériau facilement malléable. Brièvement, j'aimerais vous faire part d'une autre découverte, directement liée au traitement des pierres. À Chincan, une montagne déjà mentionnée précédemment, on a découvert des motifs ressemblant à une forme d'écriture. Au début, on a cru à un acte de vandalisme de la part des touristes, réalisé à la peinture blanche.
Cependant, après un examen plus approfondi, et surtout après avoir versé de l'eau dessus, il est apparu que l'écriture était ancienne et réalisée de manière plutôt négligée. On dirait des équations écrites à la craie sur un tableau. Quelle surprise de constater que l'écriture n'avait pas été faite à la peinture blanche, mais plutôt grâce à une méthode inconnue ressemblant à de la gravure. L'écriture est en fait constituée de formations cristallines blanchâtres incorporées dans la pierre. Il nous est malheureusement impossible de gratter un morceau de cette pierre ou bien de prélever des échantillons d'écriture sans causer de détérioration. Dans la zone de Muyukmarka, la tour dont nous avons parlé, les archéologues nous ont montré un bloc de pierre d'andésite avec des ornements. Le style et l'agencement rappellent les écritures cristallines de Chincan. Rien de ce genre n'avait été découvert auparavant, et c'est pourquoi personne n'a encore pu déchiffrer l'écriture, bien qu'il soit évident que ces écritures ont un rapport direct avec les anciens constructeurs. Toutefois, les Incas n'avaient aucune forme d'écriture. Pour enregistrer des informations, ils utilisaient les quipus, un système de mesure basé sur les nœuds et le tressage de cordelettes. De la même manière, nous ne savons rien de la façon dont les Incas ont conçu leur construction, ni d'où leur venaient leurs connaissances, ni comment ils les transmettaient. On en sait peu sur leur façon de penser, leur conception du monde. On en sait encore moins à propos de leurs sorciers, leurs prêtres, leurs philosophes et les scientifiques que les souverains Incas consultaient pour toute décision importante. Alors, qui sont-ils, ces anciens constructeurs de Sacsayhuaman, capables de faire des choses qui vont au-delà de l'entendement de notre monde moderne et civilisé? Le conquistador Don Maosio Sierra di Leguizama, le dernier des pionniers à la conquête du Pérou, a écrit la chose suivante à propos des souverains Incas. Nous avons découvert des royaumes en excellent état. Les Incas gouvernaient avec tant de sagesse que parmi ces gens-là ne se trouvait aucun voleur, aucun homme vicieux, aucune femme infidèle, aucune personne immorale. Chacun avait un métier honnête et utile. Ils ne connaissaient ni le crime, ni les exécutions. Chacun avait sa propriété, et personne ne serait venu la contester. Ce qui me pousse à en parler maintenant, c'est ma conscience, parce que je me sens coupable. Nous avons détruit tout ceci, par notre modèle de vice et de méchanceté. Nous avons éliminé la nation qui avait de tels souverains et qui était si heureuse.